Bonjour à tous, bonjour, bonjour. Bonjour. Alors, avec vous aujourd'hui, Marie-Claire, directrice du pôle conseiller stratégie chez Adimeo. Et Marie-Tiffany. Je suis consultante en recherche utilisateur ou user research, aussi dans le jargon. Alors, un petit point rapide sur l'agence pour vous rappeler qui on est. Donc on est une agence d'une soixantaine de personnes qui est basée sur toute la France. En fait, on a 4 expertises majeures sur la partie conseil et stratégie. Un pôle design et innovation plutôt studio, avec de la recherche utilisateur justement, du design, du prototypage. Un pôle production technique qui va travailler soit sur des sites internet, des applications, des intranets, des applications métiers et évidemment un pôle de maintenance assez important et du marketing digital, ce qui est important dans le pont avec le conseil et le studio pour faire des intégrations CRM, du référencement, des stratégies de contenu, du SEO, des réseaux sociaux évidemment. Voilà. On va rentrer dans le sujet maintenant et on va vous raconter des histoires sur le design de service. Mais Qu'est-ce que juste c'est? avant, est-ce que vous pouvez nous dire si vous nous entendez bien et que vous nous voyez bien? Je crois Son, que c'est bon. image, OK, ça a l'air OK. Très bien. Donc, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, vous connaissez tous Disneyland Paris, Dyson et N26. Est-ce que, vous savez ce qui relie ces 3 marques? Donc, ce qui les relie, c'est qu'en fait, rien n'est laissé au hasard chez aucune de ces 3 marques, alors qu'elles proposent absolument pas du tout les mêmes produits, les mêmes services. Que ça soit du côté client ou même du côté employeur, il y a, toute une partie de di en fait, tout le design de service a été, pensé pour que rien ne soit laissé au hasard. Donc, c'est-à-dire que si on rentre plus dans le détail, vous connaissez Disneyland Paris, notamment si vous avez des enfants ou pas. Vous connaissez toute l'expérience qu'il y a autour. Donc au-delà, pardon, de tous les dessins animés, de la conception, cinématographique, il y a évidemment ce parc de Disneyland Paris ou ailleurs dans le monde, et donc que vous achetiez votre ticket jusqu'au départ du parc, tout a été pensé pour que l'utilisateur passe un excellent moment. C'est-à-dire que si vous faites l'expérience et que vous promenez dans le parc, il y a jamais à moins de 30 secondes à 2 minutes de vous, heu, vous n'êtes jamais seul dans le parc, il y a toujours un employé qui sera là, reconnaissable et qui sera à votre service. Ça marche aussi d'ailleurs si on est à Heathrow, à l'aéroport d'Heathrow à Londres. On a pu faire l'expérience dans le passé, vous restez rarement plus d'1 minute tout seul sans que quelqu'un vienne voir pour si vous n'êtes pas perdu. Je ne savais pas ça Marie-Claire. Non, absolument pas. Si vous n'êtes pas perdu, si vous avez besoin de quelque chose. Les anglo-saxons sont très forts en design de service. Et donc ça marche aussi parce que, bah, tout au long, que ça soit parents comme enfants, petits et grands, tout est pensé chez Disneyland Paris pour que vous passiez un bon moment. Si on prend Dyson, ce qui est intéressant chez Dyson, c'est qu'à la base, en fait, James Dyson, en, 1983, je prends mon anti-sèche, ils ont créé un principe d'aspiration assez révolutionnaire. Donc en fait, ils sont partis de la technologie, mais au-delà de la technologie, ils ont ensuite déployé, avec cette technologie-là, des tas de produits. Donc les aspirateurs que vous connaissez, des purificateurs, des sèche-cheveux, et même des casques audio. Je ne sais pas si vous saviez, cet élément-là. Et ce qui, mêle, comment dire? La réussite de Dyson, c'est bien sûr des produits extrêmement esthétiques, mais aussi ils sont repartis surtout de l'usage, du besoin utilisateur et au-delà de ça, il y a tout un principe de design de service qui a été pensé, en tant que client. Rien n'est laissé aussi au hasard. Donc vous avez un problème avec votre aspirateur, le service client, a été conçu pour qu'en fait, il y ait toujours une réponse à vous donner et que vous ne soyez pas là seul avec votre batterie qui ne fonctionne plus et cetera. Donc vous pouvez faire l'expérience, je m'engage à vous dire que l'expérience a été excellente. Si on prend maintenant N26 où on aurait pu prendre Conto, en tout cas les banques en ligne, qu'est-ce qui là vient les porter? C'est aussi le design de service qui a été pensé. En fait, par rapport à des banques traditionnelles, même si maintenant toutes ces banques-là ont bien sûr revu, et continuent à travailler sur ce principe-là, ce qui fait la force de N26 ou de Conto, peu importe, c'est, le fait qu'ils aient apporté la promesse plus de fluidité à leurs clients. Donc ça passe notamment par un design d'interface, bien sûr, mais tout un design de service au niveau des interactions, que ça soit en interne comme en externe. Donc que vous vouliez, effectuer un virement, que vous vouliez créer votre compte, que vous aviez une question à poser, c'est pareil. En fait, à chaque fois, vous avez presque la réponse à portée de main. Tout prend 2 minutes. Je ne sais pas
vaciller. Vos banques sont ultra fluides, mais vous pouvez faire l'essai de créer même un nouveau bénéficiaire de compte parfois. Sur certaines banques traditionnelles, il faut encore attendre 3 jours pour que ça soit actif. Par exemple, chez N26 ou chez Conto, en quelques minutes, c'est fait, vous effectuez votre virement. Ce qui fait que vous pouvez continuer dans votre action. Vous n'avez pas besoin d'attendre 3 jours et de retourner pour refaire votre action. Donc voilà, il y a un maillage qui est très bien orchestré chez ces 3 marques. Ce préambule va nous permettre de voir qu'est-ce qu'on va traiter aujourd'hui dans ce webinaire. Donc, on va évidemment vous raconter une définition un peu plus précise du design de service. On va travailler aussi, travailler entre guillemets, sur définir un bon processus pour une expérience usager optimale. C'est comment mettre en scène, comment j'utilise et qu'est-ce que je mets en scène pour vraiment faire un bon design de service. Et ensuite, quelques exemples, parce que c'est important que vous voyez dans la praticité comment ça se passe. Donc, qu'est-ce que donc le design de service? On a voulu commencer en fait avec une phrase, de Albert Einstein qu'on trouve intéressante dans notre cas parce que, elle est assez inspirante et Einstein, on le connaît, il est quand même, il a joué un rôle énorme dans l'histoire de la science avec toujours déjà, c'est cette espèce de pas de côté qui est nous, notre clé porteuse dans la façon dont on va interagir, sur, le design de service. Ce qui nous intéresse dans cette phrase, c'est que, on ne peut pas résoudre les problèmes avec la même pensée que nous les avons créés. C'est ça que ça veut dire en français. Notre capacité à trouver des solutions doit aller au-delà de notre seule expertise de sachant. Moi, la mienne en conseil, toi la tienne en recherche utilisateur. C'est le maillage de nos 2 sage de nos 2 expertises, plus d'autres personnes qu'on va trouver à côté de nous, qui va nous permettre de trouver une solution qui va encore au-delà. Et parce qu'une fois qu'on a identifié un bon problème, c'est intéressant de trouver une perspective qui va être plus diversifiée sur la solution en étant ouvert d'esprit, en faisant ce fameux pas de côté qui est intéressant. Voilà, donc ça va permettre de briser les silos en fait et de relier des points, vous allez voir, avec, la collaboration croisée des disciplines. Pardon. Alors, qu'est-ce que c'est en gros le design de service? C'est une approche qui consiste à concevoir des expériences de service qui vont répondre à des besoins des utilisateurs. Le besoin utilisateur est la clé vraiment d'entrée. Ça va nous aider à la création, améliorer et optimiser des services quels qu'ils soient. Ça peut être des services dans le B2B, des services dans l'industriel, des services, marchands, des services même pour du service public. Voilà, ça vraiment, ça peut toucher chacun de ces services. Heu, Raconter le début de l'histoire, ça va dire aussi qu'il faut qu'on jargonne un petit peu. C'est-à-dire qu'au centre du schéma que vous avez là, il y a la user experience qu'on appelle nous souvent l'UX, qui est spécifique à un produit, à un service. On entend parler d'UX souvent sur la partie, interface, digitale, navigation, convivialité d'une interface ou d'un produit. C'est une des clés d'entrée, mais au-dessus, on a l'expérience client qui est plus importante, qui est un concept beaucoup plus large que la seule UX, qui va englober l'expérience de l'utilisateur. Et ça, c'est avec tous les canaux et produits d'une même marque. On va voir un exemple plus concret tout à l'heure. Et le design de service, en fait, c'est vraiment pluridisciplinaire. Ça considère les interactions sur tous les canaux et les points de contact, d'un point de vue client, d'un point de vue usager, mais évidemment aussi d'un point de vue de l'organisation générale de l'entreprise qui va fournir ce service et de l'organisation générale aussi, de la personne. Donc pour aller au-delà de tout ce jargon, on vous a pris un exemple concret. On aime bien cette image parce qu'en fait, ça reflète assez bien le design de service. Donc en fait, ce qu'on pourrait, résumer par l'expérience utilisateur, c'est, bah, le film ou le dessin animé que vous allez voir au cinéma ou chez vous derrière Netflix. Et donc du coup, cette expérience-là, de façon, la façon audio et la façon, visuelle. Mais derrière, il y a toute une mécanique, tout un maillage qui est mis en place, c'est-à-dire l'orchestre qui va réaliser la bande son, le chef d'orchestre qui va diriger tout ça, la régie qui va vérifier que, l'audio est pas trop forte et qu'il y a un équilibrage qui est réalisé, il y a aussi un découpage aussi de chaque scène, donc il y a les acteurs qui jouent leur rôle, il y a le réalisateur bien sûr, et puis il y a, bah, toutes ces petites mains autour qui vont réaliser cette production. Donc tout le générique de fin, on pourrait s'amuser d'ailleurs à faire ça quand on conçoit un site ou, même une marque en général, toutes les petites mains qui sont venues, réaliser, ce film-là ou ce service-là et en fait, c'est l'ensemble de tout ça qui a réussi à orchestrer, opérer, à cette expérience utilisateur dont vont pouvoir bénéficier vos utilisateurs finaux.
Donc, concrètement, le design de service, c'est une approche qui est, relativement, nouvelle dans le domaine du design, puisque ça a émergé véritablement plutôt dans les années 90 pour améliorer l'expérience utilisateur. En fait, les designers, ils repartent de l'expérience, de l'utilisateur en tant que tel et donc on a pris ce principe-là qu'on a du coup, croisé aussi avec d'autres disciplines, donc le design, le marketing, les sciences sociales, pardon et cognitives. Et la finalité, c'est que le service, il soit désirable, fonctionnel, utile et agréable. Et vous remarquerez qu'a priori, Dyson, Disney, N26 ou Conto répondent à chacun de ces paramètres-là. Donc en fait, ils viennent créer de la valeur pour une entreprise, pour une organisation, pour une collectivité publique, peu importe. L'idée, c'est qu'en fait, tout ça a été conçu par le design de service. Alors qu'est-ce qui, pour vous, pourrait distinguer ces 2 capsules Nespresso? Alors d'un côté, on peut se dire qu'il y a, l'expérience utilisateur et en fait derrière, il y a aussi le design de service. Et si on va dans le détail? Si on va dans le détail, ça veut dire que pour vous en tant qu'utilisateur, et ben, vous connaissez votre machine Nespresso, vous connaissez l'expérience en magasin, toutes ces, capsules colorées que vous prenez plaisir à acheter, même le bruit de la capsule, Nespresso, qui vous donne envie de boire votre café. Mais derrière, en fait, le design de service a été extrêmement bien pensé, puisqu'il y a toute une orchestration qui a été, pensée. De la production à, la livraison et entre les différents services qui ont été réalisés. Et si on rentre encore plus dans le détail, comment ça se passe derrière? En fait, l'interaction, évidemment, elle va se faire à tous les points. On a un avant, on a un pendant et on a un après de cette commande de capsules. Et on voit dans le schéma que vous avez à l'écran que chacun des points de contact, en fait, demande un outil particulier, donc une petite main particulière, donc une expertise particulière, mais qu'il faut orchestrer d'une manière globale. En fait, c'est ça qui est important dans le design de service, c'est que tout ça est orchestré d'une manière globale. Donc, on a, dans la par exemple, quand je vais commander, mes nouvelles capsules, je vais passer par une application, je vais recevoir un email qui va confirmer ma commande. Donc l'application, il faut qu'elle soit designée d'une certaine manière pour correspondre à l'expérience. Il faut que l'email que je reçois, il soit propre. On voit bien que c'est pas du phishing, on voit bien que c'est vraiment, signé Nespresso, que c'est propre, c'est bien écrit. Ensuite, après, quand je vais recevoir ma boîte, dans ma boîte aux lettres, c'est pareil, il faut faire attention à ce que l'emballage, il corresponde bien à ce qu'on avait défini en amont pour participer à l'expérience, pour que j'en suis dans cette phase d'après, d'avoir le plaisir de déguster ce café, il y a ce fil conducteur se retrouve vraiment à chaque instant. Donc le design de service, il va prendre en compte chacune de tout le maillage et toutes les interactions possibles de toutes les personnes. Donc, nous, derrière, quand on va travailler sur un service comme ça, on fait attention à ce que les bonnes personnes interviennent au bon moment, mais sur un schéma qu'on a pensé avant en se disant: «Il faut le fil conducteur, c'est ça». Le fil conducteur de tout mon travail, ça va être, de vraiment Et faire q cette et que les orchestration. personnes interviennent au bon moment et que les bons messages soient aussi délivrés, de façon à ce que la communication soit, hyper fluide, chez la personne A comme chez la personne B, comme chez la personne C. Tout à fait. Donc en fait, dans les faits, comment on travaille? On a 3 marqueurs principaux en fait qui sous-tendent tout le travail qu'on va mener et ça va pas commencer sur une phase de recherche Mmh. pour identifier les utilisateurs et leurs besoins et vraiment anticiper d'une manière très fine et précise. C'est très important d'être là dans le détail en fait, de savoir ce dont les utilisateurs et les usagers d'un service peuvent avoir besoin dans leur contexte de vie ou professionnel quand c'est un service professionnel comme N26 par exemple. Ensuite, il faut orchestrer. Ça va passer aussi, dans l'entre-deux par un choix dont on va vous parler tout à l'heure, orchestrer les méthodes de conception et de créativité, toujours dans la collaboration, ça c'est important entre les différentes petites mains dont on parlait tout à l'heure. Et après, il y a une phase de déploiement qui est importante parce qu'en fait, il faut continuer à analyser et à regarder ce qu'on a commencé à imaginer pour vérifier, réajuster si besoin est, parce que, il peut y avoir besoin des fois de réajuster, d'être toujours attentif en fait. Le design de service, quand on voit la continuité de service comme, tu disais sur Disney, elle se passe vraiment du début jusqu'à la fin. Donc c'est vraiment important de prendre en compte ces 3 marqueurs, tout au long d'une phase de design de Et en service. réalité, bah, là, on va le voir avec le schéma que tu vas expliquer, Marie-Claire, mais c'est très itératif. Donc, une fois que tout a été pensé, on est reparti de la problématique et on a pensé tout le design de service, à moins que vous soyez une marque qui vous crée, en réalité, ça reste itératif. Donc, vous identifiez un pain point et derrière, on va travailler dessus. Mais ça ne veut pas dire que demain, vous n'allez pas retravailler dessus, effectivement. Alors,
il y a un sujet qui est important parce que design de service, design thinking, ça fait partie, est-ce que c'est pas la même chose? Est-ce que ça fait partie de la même famille? On se retrouve ce mot design là. Heu, il faut être clair, en fait. Le design thinking, c'est évidemment utilisé pour travailler sur un produit, un problème, un système, un service aussi, ça peut. C'est un esprit toujours dans un esprit collaboratif, parce que c'est le levier efficace pour résoudre les problématiques ou innover, dans le secteur de l'innovation. En fait, comme tu dis, effectivement, les itérations sont importantes pour vraiment toujours vraiment ajuster et à chaque point, tout ce qu'on va imaginer. Le design thinking, en fait, est un des outils, en fait, du design de service. En fait, dans le design thinking, on a pas mal d'outils, les personas que vous devez connaître, la carte d'empathie, l'expérience map, le customer journey, toutes ces choses jargon. Mais voilà, c'est des outils qu'on utilise en design thinking et évidemment, ces outils-là, on va les utiliser, dans un design du service, dans les phases de créativité où on va pouvoir, quand on fait des focus group ou quand on fait des immersions sur le terrain, on a un cheminement, en fait, on a un protocole. On fait des choses d'une manière, qui sont vraiment du domaine de l'étude. Donc c'est vraiment très très pensé, du début jusqu'à la fin. Voilà, donc on voulait faire ce point-là parce que c'est important que dans le dispositif global, que vous ayez cette notion. Donc en résumé, si je fais un gros résumé de à quoi sert le design de service, il va aider à changer les mentalités. Changer les mentalités, on n'en a peut-être pas parlé au début, mais c'est vrai que c'est important parce que souvent quand, des ingénieurs travaillent sur un service, ils travaillent sur la technologie, sur, il faut aller d'un point A à un point B, comment je fais, mais techniquement, sans prendre forcément en compte le besoin usager. Et nous, comme on prend en compte le besoin usager, il va y avoir un accompagnement au changement à faire par la suite parce qu'on change vraiment la mentalité et l'organisation aussi derrière qu'il peut y avoir. Ou alors, c'est pas qu'il est pas forcément pris en compte, c'est qu'en fait, il est pris en compte, mais d'une perspective qui est celle de l'ingénierie, Mmh. ou de la technologie et donc derrière, ce qui est important, c'est de rechallenger ça, si on peut le dire comme ça, avec, un point de vue d'usage des utilisateurs. Tout à fait, Que ça soit en B2C, en B2B, en B2B2C et cetera. tout à fait. Recommander les bonnes méthodes et les recherches et la recherche des utilisateurs, mettre en œuvre évidemment, par cette approche, itérative dont parlait Marie-Tiffany tout à l'heure, c'est toujours centré sur l'utilisateur. Ensuite, il y a le design de service va vous aider aussi à faciliter l'analyse parce qu'il y a des outils qui sont à disposition qui vont permettre de voir si on est dans la bonne direction, si on priorise de la manière la plus efficace avec toutes les parties prenantes qui sont autour de la table. Construire une nouvelle proposition de valeur, donc ça, voilà, c'est l'expérience Nespresso, c'est le fait de: «OK, je suis content du café que je bois, mais j'ai vécu une expérience fluide, sans couture, super, enfin, pas enrichissante, mais agréable», voilà. Et évidemment, designer la cohérence d'expérience entre tous les points de contact d'un service. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'effectivement, chacun des points de l'email jusqu'à la boîte dans ma boîte aux lettres et l'expérience sur le site qui m'a permis de commander, elle est fluide et elle a une vraie cohérence dans la terminologie, le champ sémantique, le Mmh. design, toutes ces choses-là. Alors du coup, en termes de process, alors d'un point de vue digital, mais en réalité, on pourrait aussi adapter ce schéma tout à fait à, quelque chose de plus physique. Mais bon, aujourd'hui, il y a quand même, le digital est toujours couplé aussi. On va partir d'une problématique, donc on va définir le challenge. Quel est votre challenge? Quels sont, vos objectifs? Quelle est la problématique que vous avez identifiée? Derrière, on va aller du coup s'intéresser, et ben, au terrain, ce qu'on appelle le terrain d'étude. Donc on va aller rencontrer les gens, hem, qu'on aura définis ensemble, donc que ça soit les utilisateurs finaux, que ça soit des parties prenantes, peu importe, par rapport à la problématique, qui vont à un moment avoir à interagir ou qui vont être concernés par cette problématique et on va faire ce qu'on appelle un diagnostic. Donc si par exemple vous avez un site actuel, vous vous doutez qu'il va falloir, réaliser des actions pour le changer et ben, on va pouvoir repartir, on vous montrera tout à l'heure un exemple concret, repartir de l'existant. Ça vient aussi, apporter du tangible et puis, ça peut aussi juste rassurer, mais aussi, mettre en lumière des signaux faibles sur certains points qu'on n'avait peut-être pas identifiés et sur lesquels on va pouvoir avoir un point d'attention particulier pour la suite. Ensuite, on va rentrer dans la phase, d'idéation où là, du coup, on va pouvoir mettre en place un atelier avec, du coup, bah, les, personnes qui réfléchissent à tout ça. Donc c'est-à-dire, l'équipe, de conception, l'agence, pour réfléchir en partant des problématiques identifiées et des problématiques aussi internes à, de nouvelles solutions. Ensuite, on va pouvoir prototyper et donc ce site qu'on aura pu prototyper, derrière aussi, souvent ce qu'on va conseiller, ça va être de le tester, de repartir des apprentissages parce que, bien sûr, chacun a ses expertises.
Il y a un UX designer, il y a un UI, qui va être spécialisé pardon, en interface, donc toute cette partie production-là. Donc tout a été pensé, maquetté, mais par contre, bah, on n'a pas la science infuse et donc c'est important de pouvoir aussi le confronter, là aussi et de se rassurer et de valider que les parcours qui ont été pensés, ils fonctionnent bien. Ou est-ce qu'au contraire, est-ce qu'il y a, un bouton, un call to action qui, n'est pas au bon endroit ou qu'on n'a pas compris aussi dans le contenu? Ça va valider en fait le squelette, mais aussi ça peut valider le contenu qui a été utilisé. Et parfois, on se rend compte que le contenu, ben, il n'est pas assez précis et ou alors trop précis ou trop technique par rapport à ce que les utilisateurs comprennent. Et puis ensuite, là, on va pouvoir passer en phase de production parce qu'on aura mis tous les efforts avant pour être à peu près serein pour la production. Je dis à peu près parce qu'une fois qu'on a déployé, on peut faire, une boucle itérative et se dire: «Bon, bah, là, OK, ça fait 3 mois que ça a été déployé, peut-être qu'on peut vérifier qu'il y a certaines choses, à challenger encore et à améliorer». Tout à fait, ça fait partie aussi des KPI dont on va parler, tout à l'heure. Alors maintenant, on a vu la méthode, qui est possible. Comment définir le processus pour, bien atteindre les facteurs de succès, Marie-Tiffany? Alors pour repartir d'un exemple concret, alors on s'est amusé à réaliser, l'expérience de ce que pouvait être avant une expérience quand on veut, partir en voyage ou en tout cas pour un week-end, et qu'on devait rechercher. Donc avant qu'il y ait, tout simplement par exemple Airbnb. Donc, on a représenté ici, une courbe d'expérience, qu'on pourrait dire une courbe d'expérience de stress ou de satisfaction pour voir comment ça se passe. Alors avant de partir, on va avoir une phase de recherche. On va essayer de se rassurer. Est-ce qu'on connaît tel acteur? OK, avant de passer par Le Bon Coin, par exemple, ou par, je sais pas, Abritel ou peu importe. On va essayer de prendre contact et puis parfois il y a des déconvenus. Et puis finalement, on va valider, on va se dire: «Bon, bah, en fait, on veut absolument partir, je sais pas, dans le Périgord. Cette maison, ça a l'air OK avec les photos. A priori, c'est OK, on part». Et puis là, on va payer. Et on va confirmer. Mais là, on descend peut-être dans la confirmation parce qu'il y a un process qui est compliqué. Il faut envoyer, un chèque, on n'est pas sûr de à qui elle envoie, est-ce qu'on va pas se faire avoir et cetera. Et puis une fois qu'on a fini tout ça, on part dans le Périgord et il y a la réalité de l'expérience. Peut-être que là aussi, il y a des déconvenus. Finalement, les photos, ça correspond pas tout à fait à ce qu'on avait vu, et ce qu'on projetait comme image. Et après, donc, il y a le retour d'expérience. Donc là, dans ce qu'on s'est amusé à faire, on a la courbe où on a complètement des déconvenus et on peut se dire que c'est de là aussi où Airbnb a pensé à tout, sa façon de fonctionner. Vous connaissez sans doute très bien l'interface d'Airbnb maintenant. Ils sont repartis de ces problématiques-là et puis vous avez pu voir qu'au fur et à mesure des années, ils ont aussi amélioré leurs interfaces. Donc maintenant, on peut aussi partir de l'envie. Dans quoi on a envie d'aller dormir? Est-ce qu'on veut dormir dans une cabane, dans un château, dans une maison noble et cetera? Et en fait, tout a été pensé dans le design de service pour que, bah, là encore, rien ne soit laissé au hasard. Ce sont des photographies pardon, réalisées par un photographe Airbnb. Il y a des, avis qui sont pas des faux avis, puisqu'en fait, on peut laisser des avis qu'une fois qu'on a réalisé l'expérience parce que toute l'interface entre, les hôtes et les visiteurs a été, sécurisée et mis en place. Le système de paiement aussi, il y a pas de surprise, il y a des frais de ménage. Bref, que ça soit le visiteur ou l'hôte, tout le monde est sécurisé dans son process et les équipes évidemment de Airbnb ont aussi un suivi très précis de tout ça. Tout à fait. Donc concrètement, le design de service, là, on a réalisé ce schéma-là. Ça ressemble à quoi en termes d'expérience? Ça veut dire qu'en fait, par exemple, sur, l'écran de, gauche, je ne sais pas si ma souris vous voyez, mais en tout cas, sur la photo de gauche, vous voyez la piscine. Ça veut dire que quand l'hôte clique à cet endroit, quand le visiteur clique à cet endroit, c'est quoi l'enjeu? C'est quoi l'enjeu pour, l'équipe? C'est quoi l'enjeu pour l'hôte? C'est quoi l'enjeu pour le visiteur? Quel est le besoin d'information? L'autre, il va avoir, besoin de diffuser un certain nombre d'informations pour rassurer son visiteur. Il va dire qu'il a la clim, il va dire que, Un il y a possible parking, un parking, on peut ou pas emmener ses animaux, qu'il accepte ou pas les fumeurs et cetera. Airbnb, lui, ils vont valider. Le visiteur, il va passer sur cette page. Mais, l'équipe Airbnb, il veut aussi avoir des données sur, qui est venu visiter, combien de visites et cetera. Ça leur permet aussi, eux, de s'améliorer. Et le visiteur, lui, bah, il veut quoi? Il veut avoir toutes ces informations que l'hôte va lui donner. Il veut aussi savoir où est l'emplacement et cetera et quels sont les avis.
Et puis aussi quelle action réaliser? Est-ce que l'information là dont on se parlait, c'est quand on se clique? Est-ce que c'est après 2 clics? Qu'est-ce que ça engendre derrière, une fois qu'on a cliqué pour le visiteur? Est-ce qu'après il va avoir, quelque chose qui va influencer ses autres navigations? Parce qu'on a vu que, bah, il aimait bien les résidences avec les piscines ou pas. Donc tout ça a été pensé et on peut faire pareil au moment de la réservation. Quand on clique sur le bouton réserver, qu'est-ce que ça engendre comme message pour l'hôte? Qu'est-ce que l'équipe Airbnb reçoit comme message? Et qu'est-ce que le visiteur, lui, ça va engendrer de son côté? Là, ce que vous voyez, en fait, c'est qu'effectivement, quand on parlait d'un point de vue organisationnel tout à l'heure, il y a de l'organisation côté équipe Airbnb, parce que par rapport aux équipes qui vont mettre en place pour gérer, en fait, tout le dispositif. En et ensuite, l'hôte qui va pareil, c'est quoi l'organisation la plus simple pour lui, pour être payé et pour avoir des réservations fiables, dans son calepin. Et évidemment, le visiteur pour avoir une expérience agréable et pouvoir dire ensuite après: «Ah bah oui, c'était bien, c'était chouette, voilà, j'ai vécu bien, mais ça, c'était moyen, mais comment je le dis?» Parce que en fait, je ne sais pas si vous avez la même chose, mais quand vous vivez ce genre d'expérience, quand vous devez donner un avis, mine de rien, quand c'est sérieux, Et quand l'expérience est quand fluide, l'expérience est fluide, on a tendance à dire vraiment la vérité, à dire les choses, mais à pas les dire forcément méchamment. Faire attention à la façon dont on fait remonter l'information pour que justement, l'autre aussi soit prévenu dans les meilleurs voilà, il y a une espèce de d'attention qui se borne, qui va infuser en fait, chaque, interaction qu'il peut y avoir, entre les différents acteurs. et voire même, par exemple, si on compare à Google, souvent, on va laisser des avis négatifs. Enfin, quand je dis «on», pas nous, Marie-Claire et Non, Marie-Tiffany, mais jamais. jamais, mais ça ce sont des plateformes où plutôt on va avoir tendance à s'exprimer quand ça se passe pas bien. Alors que chez Airbnb, en fait, tout est fait du début où vous arrivez jusqu'à la fin pour vous inciter à laisser un commentaire qui soit positif ou négatif, Et qui soit mais attentionné et qui soit voilà, voilà verbalisé. et que si ça s'est pas bien passé, et ben, c'est pas juste une histoire entre le visiteur et l'autre. Ça veut dire que l'équipe Airbnb derrière, elle va essayer de savoir ce qui s'est pas bien passé et de pallier à ça pour les fois d'après et d'accompagner l'hôte aussi, pour pouvoir améliorer son process au global. Évidemment, dans la partie challenge, dont parlait, Marie-Tiffany tout à l'heure, il y a des questions à se poser, au début de l'histoire qui vont nous inspirer, qui vont nous guider et puis de toute façon, on a aussi une phase d'interrogation assez précise, nous, qu'on va mener, mais il faut déjà quand même se poser là, on vous a mis à l'écran quelques questions majeures qui peuvent se poser pour, nous aider à comprendre et vous aider aussi à prendre conscience de la direction dans laquelle vous voulez aller et quelle est votre stratégie. Évidemment, partir de la fonction, de l'usage, c'est tout ça, c'est des points qui sont importants et qui nous, vont nous nourrir et vont nous permettre ensuite de trouver la bonne méthode et justement la bonne méthode, il y a pas mal de briques qu'on peut utiliser en design de service, même digital et ça, c'est ensuite des points qu'on voit ici. Donc, dans le diagnostic d'expérience, tout à l'heure on en parlait, en fait, on va avoir différents outils pour répondre à tout ça dans la démarche. Donc c'est aussi en fonction des objectifs qu'on aura, identifiés. Quel est l'enjeu? Et donc derrière, on peut répondre de plusieurs façons. Alors souvent, on va avoir tendance à croiser aussi ces choses-là. Faire parler, écouter et observer. Donc dans faire parler, écouter, en fait, on va chercher à comprendre la perception, via du déclaratif. Avec des focus groups, ça peut être aussi des triades, donc des petits groupes de 3 voire 4 personnes, ce sera plutôt du coup des quatuors presque. Des entretiens semi-directifs, donc avec des questions ouvertes, hein, très différentes des sondages et puis les sondages aussi quantitatifs sur certains points peut-être clés. On a une autre phase qui peut être aussi observée. Alors quand je vous dis autre phase, en fait, ça peut être couplé, hein, selon la démarche qu'on va réaliser. Là, l'observation, ça va permettre de partir d'éléments factuels et de comparer ce que les utilisateurs peuvent dire à ce qu'ils font en réalité. Par exemple, ils vont dire: «Bah, là, peut-être que je me suis heurté à ce problème». Mais en fait, on voit qu'ils peuvent réaliser vite l'action. Par contre, il y a peut-être un signe faible qu'on n'a pas bien identifié ou qu'eux-mêmes n'ont pas identifié. Ça se joue peut-être à la couleur d'un élément ou peut-être au terme utilisé et donc là, ça va passer par des tests utilisateurs, mais il y a aussi des choses, plus, data avec les outils statistiques de SEO, les audits UX, l'éditorial, et cetera. Et puis on va aussi s'intéresser on pourrait aussi suivre la réalité des utilisateurs. C'est-à-dire que parfois, c'est pertinent de les suivre sur plusieurs jours. On ne peut pas être chez les utilisateurs constamment à les observer 24 heures sur 24, mais on peut mettre en place des carnets de bord, par exemple, pour les suivre sur plusieurs jours. Donc je ne sais pas, on veut savoir, comment, un propriétaire, d'animaux, comment ça se passe son quotidien et comment il fait pour sélectionner, le bon vétérinaire
bon, Les bonnes ostéopathe, croquettes. voilà, les bonnes croquettes ou peu importe. On n'aura peut-être pas les réponses tout de suite si on lui propose une solution. Donc on a peut-être besoin d'explorer, de suivre son quotidien. Donc le carnet de bord peut être mis en place. Il y a aussi le recueil vidéo et aussi, et là c'est aussi, presque politique parce que ça vous permet aussi à vous, de pouvoir, en interne diffuser aussi la réalité du terrain. Ça peut être un élément de com, mais bon, là, il faudrait des autorisations spécifiques. Et puis ensuite, on va aller dans le construire et déployer. Donc, construire et déployer, ça veut dire qu'on va s'appuyer sur le, ressentir. Qu'est-ce qu'on ressent? Donc là, on va croiser les données entre l'écoute, l'observation. On va lire entre les lignes finalement. Donc, on va avoir cette analyse fine dont parlait Marie-Claire, dont tu parlais tout à l'heure. Et puis derrière, on va pouvoir co-construire ensemble. On va impliquer les différentes parties prenantes. Parfois même, on peut d'ailleurs, intégrer des utilisateurs dans cette partie-là. Et on va faire un atelier de co-conception. Pareil, à chaque fois, on va redéterminer quels sont les objectifs, de quoi on part comme élément et qu'est-ce qu'on veut, à quoi on veut aboutir. Et dans cette phase-là, on mettra vraiment des outils qui sont, nécessaires et qui vous apporteront de la valeur Tout à à fait, ce qu'on veut pour clarifier. Mmh, ouvrir et fermer les discussions exactement. en fonction des différents sujets. On va pouvoir déployer tout ça. Mais avant, enfin déployer d'abord des maquettes, des prototypes plutôt, Mmh. pour tester et valider et donc faire cette fameuse boucle itérative. Donc une fois qu'on a identifié tout ce qui se passait bien, on peut faire le prototype, mais derrière, on va se dire qu'on va tester l'expérience et là aussi, on va mixer l'écoute et l'observation. Et dans les faits, comment ça se passe? Donc l'orchestration, elle se base sur ces phases d'inspiration, d'idéation et de prototypage, donc en fait, en fonction des enjeux, en fonction des besoins, en fonction du planning, en fonction du budget évidemment parce que c'est un point, on vous propose un certain nombre de briques qu'on trouve les plus adaptées, à chaque moment. Donc là, on a réorganisé en fait, en tout ce que tu viens de raconter sur une ligne de vie en fait. Il y a la partie interne, effectivement, avec des entretiens avec des personnes clés, des parties prenantes. La partie audit, elle est importante parce qu'elle est factuelle. On va chercher des chiffres. L'audit SEO, on va chercher des informations qui vont nous servir ensuite aussi pour la suite. Donc ça, c'est vraiment de la data qui est importante, qui va être bien, qui permettra en fait de corroborer souvent des choses qu'on a en focus ou en Mmh. interview en fait, usagers. L'audit UX éditorial, il peut être activé aussi parce que ça peut être des points, qu'on a actuellement sur un site et que peut-être on veut améliorer pour la suite. Et ensuite, il y a la partie analyse externe, c'est tout ce que tu racontais, plus avec des benchmarks, des études sectorielles, des études d'impact qui vont nous permettre de voir si ça va être une analyse plus, data pareil par rapport à la mise en place de nouveaux outils, qui peuvent permettre d'accompagner, un changement, d'organisation. Voilà, donc ça, c'est de voir un petit peu quels sont les impacts après en termes organisationnels, structurels dans une entreprise. Et ensuite, après, on active un ou plusieurs ateliers de conception en fonction des enjeux, de la conception UX évidemment. Il peut y avoir aussi des facilitateurs qui viennent interagir dans les fameuses petites mains dont on parlait tout à l'heure pour aider dans les ateliers à trouver encore un autre pas de côté éventuellement qu'on n'aurait pas entendu nous quand on fait nos exercices. Voilà, on met vraiment en scène en fonction de tout ce qu'on va imaginer pour la suite. Et un point qui est important dans la définition du processus, c'est se dire: «Qu'est-ce qu'on va mesurer derrière, en fait? Qu'est-ce qui va être intéressant de mesurer derrière pour voir si on est dans la bonne direction, si tout ça est facteur de succès ou s'il faut améliorer?» Donc évidemment, quand on est sur du digital, il y a toute la partie statistique qui va nous permettre d'avoir des datas qui vont nous permettre de voir est-ce qu'on est dans la bonne direction? Oui, non, est-ce qu'il faut fine tuner des choses? On peut aussi travailler sur les interactions qu'il peut y avoir avec, les usagers d'un service en termes de remplissage de formulaires, faire peut-être un sondage, quanti pour avoir des feedbacks sur ce qu'on a mis en place, voir le nombre de parcours, le nombre de retours qu'il y a, en termes de commandes d'un produit, voilà. Ces points-là, c'est des familles, en fait, de KPI qu'on va mettre au début, qu'on va se poser au début et qu'on va suivre tout au long du dispositif. Et sur un accompagnement de projet, mais en réalité, en interne dans les entreprises aussi, c'est tout des KPI à mettre en place Bien au long sûr, cours, bien sûr. dans les logiques, on va dire. Pour conclure cette partie, Pour conclure cette partie, on vous a mis le verbatim parce que du coup, bah, l'idée, c'est aussi de s'appliquer à soi-même, l'expérience utilisateur. Et donc là, sur une institution publique, à l'issue, d'une phase d'étude avec des utilisateurs, des professionnels d'ailleurs, c'était les utilisateurs finaux. On a pu avoir ce verbatim, de clients qui disaient: «C'est top, ça va au-delà de nos préoccupations de projet. Toute la partie, le sujet, c'est beaucoup plus riche. Il y a des choses qui nous
confortent, pardon, des choses qui nous challenge aussi et ça, c'est bien. C'est tout l'objet des focus group. Donc nous avions réalisé, plusieurs focus group. Ça nous apporte de la matière complémentaire, c'est très riche, ça apporte un éclairage supplémentaire pour mieux se définir à l'avenir. Donc ça apporte aussi des éclairages aussi, d'un point de vue, communication aussi, hein. Ça permet de nourrir tout un certain nombre de points. On va partir avec des exemples On concrets, va Marie-Claire? exactement, parce que là, c'est là que c'est intéressant. Alors, 3 exemples, allons-y. Alors, un premier exemple, pour un acteur qui a été accompagné où l'enjeu, c'était de créer une plateforme de contenu. Mmh. Donc, on aurait pu se dire pour la plateforme de contenu, eh ben, on prend des experts en contenu, on prend des experts en digital, on associe les 2 et on crée cette plateforme de contenu, avec, les commanditaires. Oui, mais non, en Mais on n'a fait, pas fait parce ça. qu'on n'aurait pas eu les besoins des usagers Voilà, c'est et ça. là, Donc les aidants, pour le coup, et c'était là, pour pour aider le les coup, c'était pour aider les aidants. Comment mieux accompagner les aidants, au long cours? Donc pour commencer cette phase-là, la phase d'inspiration a été, assez importante. Donc là, on avait bien défini la problématique et l'idée, c'est que derrière, on a mis un dispositif, une méthode assez conséquente, puisque de mémoire, il y avait, 4 focus group d'aidants avec, différentes typologies d'aidants, plus des interviews avec des experts en santé qui soient, psychiatres, psychologues, médecins généralistes. généralistes et cetera. L'idée étant de confronter ces différents regards et d'identifier, avant, pendant, après un diagnostic, lié du coup aux maladies, qui étaient ciblées ici, comment on peut accompagner les aidants? Quelles sont les questions qui se posent? Quelles sont les informations qu'ils ont à disposition? Où est-ce qu'ils vont se renseigner au-delà de l'acteur en question? À quel moment ils sont peut-être laissés pour compte? Voilà, comment on fait pour mieux les accompagner? Et derrière, Et on avait fait un benchmark en parallèle pour aussi, avoir des exemples justement de modèles de contenu qu'on aurait pu utiliser, voilà, qui nous permettaient d'avoir un mapping assez conséquent d'exemples. voilà et puis derrière, du coup, on a pu passer à la phase d'idéation et de conception en partant de ces éléments factuels-là. Derrière, comment concrètement ça peut, donc on vous a fait des extraits, de slides du rapport, lié à cette phase d'inspiration. Donc en fait, ce que vous voyez, c'est la première slide, avec le picto là en forme d'œil. C'était des clés de lecture par rapport à chaque point de parcours, de l'expérience avant, pendant, après. Donc vous avez la slide du milieu qui reprend l'expérience en fait, de l'aidant. Donc on avait identifié aussi différents, profils, d'aidants avec, là, on les avait nommés, alors je crois qu'on allait de L'optimiste, l'optimiste au désemparé, ouais. derrière ça, en fait, on a pu identifier qu'il y avait une période assez charnière. Donc derrière, effectivement, on accompagne ces slides de contenu qui viennent expliquer ça et donc on a vu aussi les endroits où on pouvait, avoir vraiment un levier d'action, pour, nourrir, la plateforme de contenu. Là où, en fait, on pourrait être attendu et derrière, bien entendu, l'enjeu, ça a été de dire que la question n'était pas que des aidants, qu'il fallait qu'il y ait une sorte de maillage réalisé avec les experts en santé, les équipes aussi de l'acteur et les aidants. Donc bien sûr, il fallait prendre en compte tous ces acteurs-là pour la conception qui allait intervenir. Un deuxième exemple avec un assureur qui nous a consultés pour, savoir comment j'assure, les nouveaux modes de déplacement type, trottinette et autres, engins roulants un peu bizarroïdes et c'est vrai que là, on avait un peu une carte blanche parce que vraiment, voilà, c'était ajouter un nouveau service dans leur portefeuille dans leur catalogue, en fait. Donc comment on a fait pour prendre ce sujet? Pardon, comment? Comment on a fait, Ah, Marie-Stéphanie? j'ai cru que tu prenais la suite. Pardon, pardon. Donc l'idée là aussi, c'était d'avoir toute une phase, et d'analyse interne et d'analyse externe. Donc c'est-à-dire comprendre comment ça se passe en interne. Il pouvait y avoir du coup un cahier de tendance parce que quand on veut s'adresser à un nouveau sujet, il faut pouvoir se nourrir et se nourrir, c'est pas que par un canal, il faut prendre plusieurs canaux. Donc, comment ça se passe ailleurs, même dans d'autres pays, même pour d'autres, typologies, de services desquels on pourrait s'inspirer, avec aussi des audits SEO sur des Oui, pour aller questionnements. voir les mots-clés qui pouvaient être utilisés déjà aujourd'hui par les internautes, quels sont les sites qui existent, est-ce qu'ils marchent, oui, non, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques à prendre?
comprendre, voilà, donc Et puis, bien sûr, une immersion sur le terrain. Alors, sans rentrer dans tout le détail, là, l'idée, c'était, de pouvoir de voir ce qui se passe dans la vraie vie, dans la réalité. Comment les gens, ils font pour se déplacer, comment ils réservent, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des questions qui se posent? Est-ce que, il y a des questions peut-être qui ne se posent pas et pourquoi? Essayer de comprendre tout ça. Et puis aussi de benchmarker, ce qui pouvait se faire, donc qui vient compléter évidemment le cahier de tendance et cetera. Et avec tout ça, l'idée, c'est qu'après, on peut partir en prototypage, identifier quelle offre de service potentiellement, quel concept on pourrait créer derrière et derrière, on refait des tests de prototypes d'offres, là, ça allait même au-delà, oui, parce qu'on avait du un designer de service plus qu'un UX, lui, là, c'était voilà, vraiment on était c'était vraiment beaucoup sur un plus global. service, c'était beaucoup plus global. C'était, un facilitateur, enfin voilà, il y Tout avait à fait. des choses. Si on continue, heu Alors le troisième exemple, c'est la refonte du site, ville-métropole-de-Brest.fr qu'on vient de sortir et en fait, dans cette problématique, on a fait une phase d'inspiration et d'exploration assez importante, en fait, pour nourrir ensuite la refonte et pas rester, uniquement sur, essayer de voir, de comprendre. Parce que la problématique de Brest, il y avait un enjeu vraiment d'attirer, d'être attractif, de rendre évidemment le service beaucoup plus agréable que ce qu'il était, précédemment. Donc, le client a été très moteur dans cette phase, à savoir, on a fait une grosse phase d'entretien interne avec tous les services de la ville et de la métropole. On a évidemment été regarder les chiffres pour voir les consultations qui étaient en cours sur le site précédent, savoir un peu au niveau SEO quel terrain de jeu on avait et on a fait ensuite des focus group avec des habitants pour nous permettre de comprendre aussi de quoi avaient besoin les habitants. et de repartir de l'existant là, pour le Tout à coup. fait, sur des services très précis. Par exemple, je dois renouveler ma carte d'identité, comment je fais? Des choses comme, je dois inscrire mon enfant à l'école, comment je fais? Enfin, Ou je veux me renseigner sur une activité qu'il va y avoir dans la métropole, où est-ce que je me renseigne? Comment je procède? Quel parcours je réalise? Et cetera. donc là, on avait vraiment un terrain de jeu qui était bien délimité. On a aussi fait un benchmark de ce qui se faisait, sur d'autres villes et métropoles françaises, mais aussi à l'étranger et aussi dans d'autres acteurs aussi publics pour essayer aussi de récupérer des bonnes pratiques et des informations intéressantes qui nous permettent de justement faire toujours ce pas de côté qui nous permettent d'aller plus loin. Ensuite, on a fait, plus traditionnellement les ateliers de conception, le prototypage, toute cette phase d'interaction et on a refait des tests sur les prototypes, pas sur la phase de création, là Oui. justement avec les mêmes habitants Mais en entretien, en pour entretien. avoir vraiment un retour individuel, sachant que, ces habitants-là, ils s'étaient exprimés sur l'existant, donc ils ont pu aussi voir, l'évolution et s'exprimer sur les nouveaux parcours. Est-ce que ça répond bien? Est-ce que ça répond à leurs attentes et cetera? Donc ils avaient un vrai avis critique sur le long cours et ils ont vraiment été intégrés, presque du début à la fin et ensuite, après la conception, puisqu'on a pu, du coup, valider et se rassurer aussi Mmh. sur la réalisation des prototypes, une fois qu'il y a eu la conception et les phases, d'idéation, on a pu là aussi, valider avec des profils pardon, fragilisés, Mmh. qui avaient par exemple des déficiences, visuelles ou voilà, qui avaient besoin, d'autre chose quand on parle d'une interface digitale et vérifier que tout ce qui avait été conçu, pouvait fonctionner. Donc ça, ce ne sont pas forcément des éléments qu'on peut tester dès le prototypage, qu'on prend en compte bien sûr, mais que derrière il faut tester évidemment. Alors les faits, parce que là, pour le coup, on a justement ces fameux KPI qu'on a définis en amont qui nous ont permis de voir le résultat. Donc là, le site vient de sortir, il est très récent. N'empêche, ce qu'on voit, c'est que le taux de rebond, il a carrément été, il est baissé, on est tombé à 23 versus un 80 sur le site d'avant. Donc Peut là, c'est un vrai indicateur. Peut-être ce qu'on peut se dire, c'est le taux de rebond, c'est le C'est fait que les personnes, quand elles arrivent sur la page d'accueil, elles s'en vont. Avant, il y avait 80 de personnes qui arrivaient sur la page d'accueil, du site qui partaient et là, il y a plus que 23 de personnes du site qui partent. Donc a priori, c'est qu'elles trouvent les informations nécessaires. On a voit aussi que la rubrique «Gérer mon quotidien», qui est le cœur de besoins justement qu'on a beaucoup travaillé avec les usagers justement, elle est en tête des consultations, que la rubrique aussi, professionnelle qui n'existait pas spécialement et qui avait été identifiée dans la partie interview, interne et focus, elle est maintenant elle est vraiment aussi pareil, elle s'en sort très bien en termes de position. Donc voilà, tous les indicateurs qu'on sont plutôt positifs et ce sont le reflet de ce qu'on a vu dans cette phase justement d'immersion et de design de service qu'on a mis en place. Donc ça, c'est plutôt une réussite. Comment on peut vous aider en fait si jamais vous avez des besoins? Donc nous, on vous a raconté un peu la façon dont ça se passe, la façon dont on travaille. Évidemment, on peut être là pour comprendre le terrain de jeu,
par une phase d'écoute et de compréhension de vos enjeux, de vos besoins. Évidemment, mener la phase de design et en vous accompagnant, en formant éventuellement les équipes chez vous, c'est des choses qui sont possibles. Restituer, et puis vous aider à gérer votre transformation et évidemment analyser les facteurs de succès parce que ça, c'est important pour proposer des aménagements nécessaires, complémentaires, dans la suite. Si vous avez des questions, Voilà, c'est le moment. tout à fait. Je On ne vous sais pas laisse si quelques vous avez minutes. quelques questions? Peut-être faire un point sur les prochains webinaires en attendant les questions s'il y en a? Les prochains, donc on a un prochain webinaire sur comment réussir la migration vers votre nouveau CRM le 23 mai à 13h45 et un sujet cybersécurité qui est assez, tendance en ce moment, mais on va essayer de voir comment prévenir les cyberattaques sur votre site web le 7 juin. Alors, pas de Pas de questions questions, on a été super clair. ou pas du tout. Ou pas du tout. Dites-nous aussi vos retours puisque, l'expérience client d'écoute est aussi très intéressante et importante. OK, on regarde s'il y a d'autres, retours. OK. Ah, peut-être? On retourne en bas pour voir? Si j'ai bien compris, qu'on me dit compétences marketing. Tout à fait, effectivement. Dans ce que je vous ai effectivement, comme on a un pôle Peut-être on peut redire marketing la à question? l'agence, oui, effectivement, on combine des compétences marketing avec de l'intelligence collective, tout à fait. Parce que comme on a un pôle marketing à l'agence, on est capable d'aller faire les audits SEO, SIA qui sont nécessaires et avec, ces techniques d'intelligence qu'on peut mettre en place, tout à fait. Ouais et avec les expertises nécessaires en fonction aussi des problématiques qui sont traitées. Oui, je vous parlais tout à l'heure de facilitateurs, de designers, services qui sont encore différents d'un UX. Ça, on est capable, on les a dans notre équipe, s'il y a besoin. Pas d'autres questions? Non. Bon, bah, je Très pense qu'on bien va dire au revoir à tout le monde. et merci de votre écoute. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Ah, j'ai une question qui arrive en fait. Si je me souviens bien, vous avez de la familiarité avec les sujets de la durabilité. Alors, la durabilité, Alors, dans quel sens on la comprend? Parce que, un point important par exemple, c'est, on travaille, quand on a travaillé sur Brest, on a travaillé avec on mettait en place, une phase d'éco-conception assez forte, hein, qui est visible sur le site. Et la durabilité, moi, de ce que j'entends de votre question, c'est, de faire en sorte qu'un service dure, que ça soit pas, one shot et que j'imagine que c'est ça? En tout cas, ça fait partie des façons dont on travaille, c'est de faire attention à l'énergie qu'on va mettre en œuvre pour quand on refait le site de Brest, on le fait pas pour, 1 an. On le fait vraiment, pour, une période un peu plus pour que ça longue, dure. pour que ça dure et pour qu'on ait aussi ce qu'on se dit aussi aujourd'hui avec les clients de plus en plus, c'est qu'un site, grosso modo, on va peut-être arrêter de refondre et de refondre. On va essayer de faire une structure qui soit plus vivable, dans une technologie plus durable, pour qu'ensuite on fasse des évolutions et on ne casse pas tout à chaque fois. Donc là, pour le coup, Oui, effectivement, mmh, il y avait le webinaire sur, l'éco-conception. c'est ça Mmh. exactement qu'on a fait précédemment, tout à fait, tout à fait. De rien, merci Laura. Et ben, donc on n'a plus qu'à vous Je crois souhaiter que une là, on excellente a journée. merci, au revoir.